Non, ce ne sont pas les meilleurs exercices pour les pectoraux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour choisir les meilleurs exercices en fonction de chacun. En prenant comme exemple l'entraînement des pectoraux, un muscle difficile à développer pour beaucoup d'entre vous. Mais avant de commencer, je rappelle que vous êtes sur le Super Physique Nutrition Podcast. Je suis Rudy, cofondateur de cette marque de compléments alimentaires premium que vous pouvez retrouver sur superphysique-nutrition.fr. Et je suis également le pionnier du coaching à distance que je réalise depuis 2006 avec des milliers de personnes coachées que je fais encore aujourd'hui via mon site fodicoya.com. Les pectoraux, un vaste sujet. En effet, vous êtes beaucoup à avoir des difficultés lorsque vous faites des exercices, notamment à la barre, à ressentir les pecs et à prendre des pectoraux. La plupart du temps, vous vous plaignez de douleurs aux épaules, de mauvaises courbatures, d'avoir une morphoanatomie non adéquate. On va en reparler un petit peu pour ceux qui découvrent ce concept aujourd'hui, qui vous empêche de développer les muscles que vous souhaiteriez développer. Comme je le disais en introduction, je vais vous partager toute ma philosophie qui peut s'appliquer à n'importe quel muscle, mais je vais prendre les pectoraux car c'est un sujet récurrent, bien que ce soit surtout un muscle esthétique et pas forcément très fonctionnel ou très utile dans la vie de tous les jours. Au commencement, quand quelqu'un me contacte pour être coaché, ce que je vais regarder, c'est sa morphoanatomie, c'est-à-dire ses longueurs osseuses et musculaires, et plus particulièrement, dans le cas des pectoraux, la longueur de ses avant-bras, en regard de l'orientation et de la longueur de ses côtes. En fait, la longueur d'avant-bras, elle va permettre de déterminer si on se retrouve dans une position où on est très étiré sur les développés avec barre. C'est peut-être pas nouveau pour vous, mais lorsque j'ai des très longs avant-bras, ça va m'obliger à avoir les pieds très en arrière si je fais un développé couché, ou un développé incliné, ou même un développé décliné, bien qu'il est censé réduire l'amplitude, en nous faisant une cage thoracique plus importante de manière trompeuse, en nous faisant moins descendre. Et donc, cette longueur d'avant-bras, c'est vraiment le principal inconvénient pour développer ses pectoraux. Ça nous amène dans ce qu'on appelle une position de faiblesse, où peu de tissu musculaire peut se connecter. On parle d'actine et de myosine. Je fais le petit schéma pour ceux qui me regardent sur YouTube. En fait, on voit qu'il y a peu de connexion, et donc il y a des myofilaments qui ne peuvent pas se connecter. Et donc, une grosse partie de la tension est répartie sur les tissus connectifs, les tendons. Or, un bon moyen de savoir si la tension est répartie sur le tissu connectif, c'est quand le lendemain ou le surlendemain, et parfois même un peu plus longtemps, on a des mauvaises courbatures, des courbatures aux insertions. Vous savez, ces courbatures qui nous raidissent, qui sont pas bonnes, où on sent que ça nous fait pas du bien. C'est ce que j'appelle la notion de surétirement que je développe dans le tome 1 de la méthode Superphysique. Pour ceux qui l'ont, pour ceux qui voudraient se le procurer, c'est directement sur mon site rudicoya.com. Et en fait, si vous avez ces mauvaises courbatures, c'est que vous utilisez trop d'amplitude déjà par rapport à vos capacités actuelles. La longueur des côtes, elle est à mettre en rapport parce que plus mes côtes vont être horizontales, donc plus elles vont être comme ça et moins vers le bas, plus elles sont comme ça en général, plus je vais avoir de la cage thoracique. La cage thoracique, elle va me permettre, plus elle est développée, moins je vais avoir à descendre et moins je vais avoir les coudes derrière moi. Il suffit de regarder les compétitions de développé couché pour s'apercevoir que les meilleurs benchers, les meilleurs pratiquants de développé couché, pas ceux qui ont le plus de pecs, on en reparlera un petit peu après, c'est ceux qui ont une grosse cage thoracique et des avant-bras très courts, et donc qui ont peu d'amplitude. Ils se retrouvent jamais dans cette position de surétirement où il est très difficile d'exprimer de la force. Vraiment, c'est très, très difficile. Et bien qu'on puisse renforcer ces amplitudes-là, on va le voir aujourd'hui, c'est souvent des amplitudes, d'un point de vue en tout cas de développement musculaire, qu'il faut éviter, sur lesquelles il faut vraiment éviter de forcer. Heu, donc on met ces 2 longueurs osseuses en parallèle pour essayer de se dire: voilà, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mes mouvements avec barre? D'autant plus qu'ensuite interviennent les longueurs musculaires. En règle générale, j'aime bien dire en morphoanatomie que moins on est doué, moins on est doué. C'est que quand on n'est pas fait pour les pectoraux, et souvent on a l'avant d'épaule, donc je peux montrer, à la caméra. Donc par exemple ici, on voit l'avant d'épaule qui va être plus ou moins en oblique sur la clavicule. Quand celui-ci est très en oblique, mais en fait, il vole de la place au pec. On voit qu'ici, il va voler de la place. Notre corps, nos muscles s'organisent déjà en fonction de la place que nos os nous mettent à disposition. Et lorsqu'un muscle prend beaucoup plus de place sur, entre guillemets, un segment, même si là c'est le cas, c'est pas un segment, c'est au détriment des autres. Or, la longueur musculaire, c'est le facteur numéro 1 de la prise de muscle. C'est ça qui fait qu'il y a plus d'éléments contractiles ou qu'il y en a moins. Donc si on a l'avant d'épaule qui est très, très, très en oblique, forcément, c'est hyper difficile de prendre des pecs. C'est hyper difficile. J'ai déjà vu des gens en coaching premium dans les analyses que je peux réaliser au Super Physique Gym. Pareil, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il y a tous les liens dans la description pour qu'on voit si je peux faire quelque chose pour vous ou pas. Peut-être pas, et dans ce cas-là, je vous le dirai sincèrement. Des gens qui, en fait, pratiquement tous les exercices de développé ne fonctionnaient pas et c'est surtout l'avant des épaules.
Donc ça, c'est le premier point. Je regarde la morphoanatomie parce que c'est quelque chose que vous pouvez voir, que je transmets régulièrement dans des formations pour les futurs coachs, dans des formations sur mon site ou autre. Vous pouvez apprendre à vous analyser et tout de suite, ça va vous permettre de voir est-ce que vous êtes fait ou pas pour les pectoraux. Souvent, j'imagine que si vous regardez, écoutez ce podcast, c'est que vous n'êtes pas spécialement fait pour les pectoraux ou alors que ma philosophie d'entraînement vous intéresse. Ensuite, je mets en relation ce qu'on appelle donc le renforcement conjonctif et tendineux. Ce que j'ai remarqué, malheureusement, c'est que moins on était doué, moins on était doué, je crois que ça va être la phrase du jour, c'est que quand on a les inconvénients, donc des longs avant-bras et des côtes qui sont plus vers le bas, bah en fait, on va se rendre compte que comme on est dans des positions qui mettent plus en tension les tissus conjonctifs, les tendons, qu'on a des mauvaises courbatures, bah, ceux-ci sont pas renforcés en proportion de ce qu'ils vont subir. Alors que celui qui est plutôt court, bah, lui, il se retrouve jamais dans ces positions-là, donc il a pas besoin de ce renforcement. Ainsi, moins je suis doué et plus je vais avoir besoin de faire de renforcement tendineux et conjonctif. Si ça vous intéresse, comme c'est pas le sujet du jour, je vous renvoie à mes 2 super articles, le guide ultime de l'isométrie et le guide ultime du tendon sur mon site rudicola.com. Comme certains l'ont déjà deviné, je vais bientôt proposer quelque chose dans ce sens pour vraiment tout vulgariser, vous partager les exercices à faire en fonction des zones ou autres. Mais par exemple, vous pouvez déjà commencer en faisant, si vous êtes dans ce cas-là, des écartés couchés pratiquement bras tendus en isométrie de manière très légère. Vous pouvez commencer à 2 kilos avec les bras tendus, allongés sur un banc et puis tenir, puis progressivement monter le poids, augmenter l'amplitude pour vraiment renforcer toute cette zone-là quand vous êtes en position d'étirement. Si vous le faites pas, malheureusement, si vous êtes désavantagé déjà mécaniquement pour prendre des pectoraux, vous n'aurez pas le renforcement non plus d'un point de vue conjonctif et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En troisième point, je mets en rapport la mobilité. La mobilité, c'est notre capacité à réaliser un mouvement activement, avec force. La mobilité, souvent, de ce que je constate en tout cas, elle est fortement reliée à la morphoanatomie. Et quand on n'est pas fait pour développer un muscle et qu'on s'acharne sur des mouvements qui sont soi-disant indispensables, c'est aussi le but de ce podcast de vous partager cette philosophie qu'aucun exercice n'est indispensable, eh ben on va se rendre compte qu'on manque aussi de mobilité par rapport aux mouvements entre guillemets indispensables que tout le monde nous dit de faire, qu'on veut faire. On va manquer, par exemple, de rotation externe, donc c'est ce mouvement-là. On va sentir qu'on est tout tendu ici, qu'on a les épaules très dures, on a les pecs très durs, et donc forcément, comme c'est relié à l'extension, au fait d'amener le coude derrière, ben, on va être limité, ça va nous tirer, nous tirer, nous tirer. Quand on va pousser, bah, on va manquer aussi de rotation interne. Donc ici, on va soit lever l'épaule quand on le fait, soit ça va pas aller, et donc ça va limiter aussi notre flexion d'épaule, donc le fait de lever les bras. Comme par exemple, bah, ça, si je lève le bras à fond, bah voilà, là c'est la flexion presque complète. Pas autant que Fabrice, mais c'est déjà pas mal. Bref, et donc j'analyse la mobilité et comme je disais, encore une fois, bah, c'est la phrase: «Moins on est doué, moins on est doué». Si j'ai des longs avant-bras, des côtes, qui sont très vers le bas, très en oblique vers le bas, bah, souvent je manque de renforcement tendineux et je vais manquer de mobilité parce qu'il va falloir que j'ai beaucoup plus de mobilité pour compenser cette, entre guillemets «mauvaise morphoanatomie», qui va faire que la plupart des mouvements pour les pectoraux qu'on nous recommande régulièrement, développé couché avec barre, développé incliné et même développé décliné avec barre, bah, en fait, vont être des mauvais exercices. En fait, ils vont surtout solliciter nos épaules, nous faire des mauvaises courbatures et nous emmener dans des positions dans lesquelles on ne pourrait pas aller sans poids ou dans lesquelles on n'est pas à l'aise pour pouvoir forcer. Et en fait, ils vont progressivement nous désadapter et nous amener plus d'inconvénients que de bénéfices. On va être de plus en plus raide, on va avoir de moins en moins de mobilité, on va être de plus en plus coincé au niveau des épaules. Et c'est une des raisons pour lesquelles, on l'a souvent expliqué avec Fabrice dans les Super Physique Nutrition Podcast, que l'exercice pour les pectoraux, quand on n'est pas fait pour, notamment avec barre encore une fois, parce qu'il y a d'autres variantes dont je vais vous parler, que j'utilise de plus en plus avec mes élèves en coaching à distance. Il y a même des exercices que j'ai pratiquement bannis. Bah, il n'empêche que faut les éviter. Faut les éviter parce que ça amène beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, avec notamment des douleurs aux épaules, des raidissements, heu et qu'on est obligé de compenser, en tout cas, si on veut une certaine longévité. Ça, c'est le premier point. Hem, Aussi, quand je fais un progrès pour, quelqu'un, bah, j'analyse évidemment ses contraintes. Donc, on va dire, est-ce qu'il a déjà eu des blessures? Quels sont ses antécédents sportifs? Hem, J'aime bien le rappeler parce que certains l'oublient, mais quand on se blesse, c'est pas anodin et c'est pour ça que je milite énormément d'un point de vue, longévité et même d'un point de vue musculation pour ne pas se blesser, pour réduire au maximum son risque de blessure, quitte à voir l'entraînement d'une façon différente, plutôt à l'inverse de la plupart des gens, en se disant: «Qu'est-ce que je veux faire comme exercice et quelles sont les contraintes que celui-ci va impliquer et comment je dois me préparer pour subir ces contraintes?»
Si on a déjà une blessure, c'est le facteur le plus prédictif d'une nouvelle blessure. Même si on a plus mal, même si on s'est renforcé de part et d'autre, il n'empêche qu'il y a toujours une trace. Je cite souvent Romain Tourillon, que j'avais eu dans mon podcast Hybrid Podcast, qui est un autre podcast que j'anime toutes les 2 semaines, qui est un expert mondial au niveau du complexe pied-cheville, et qui expliquait que quand on se fait une entorse à la cheville, de ce qu'il avait pu voir jusqu'à présent, à peu près 2 décennies après, donc 20 ans après, ça provoquait de l'arthrose prématurée. Et aujourd'hui, au moment où je fais cet épisode, les prothèses de cheville sont pas au point. C'est une catastrophe. Donc, autant dire, mieux vaut éviter au maximum les blessures. Mmh. Donc, quand quelqu'un s'est blessé à un endroit sur un mouvement, pour moi, c'est déjà une indication de me dire, est-ce que ça a du sens dans un objectif de prise de muscle, sans dopage, parce que vous êtes dans le podcast quand même de super physique, donc la musculation sans dopage, et dans l'objectif de longévité, de refaire un exercice où on va chercher à progresser, à maximiser la progression, alors que je me suis blessé dessus. Et que peut-être ça va impliquer, si je suis vraiment pas fait pour, plein d'entraînements à côté qui font que peut-être je vais pas avoir le temps. Parce que c'est le troisième point, on va dire, c'est les disponibilités. Combien de temps j'ai pour m'entraîner? Est-ce que j'ai 3 fois 1 heure? Est-ce que j'ai 4 fois 1 heure? Est-ce que j'ai 5 fois 1 heure? Est-ce que j'ai comme un copain que j'avais eu hier au téléphone qui s'entraîne 11 fois par semaine? Alternant cardio et puis musculation. Si je m'entraîne 11 fois par semaine, forcément, j'ai du temps et c'est même tout indiqué de faire, du travail de mobilité. Je vous renvoie au guide ultime de la mobilité que j'avais fait, notamment sur ma chaîne YouTube principale Rudy Koya avec, mon référent sur le sujet, Baptiste. On avait fait une super vidéo et un super article pareil sur mon site. Bref, je vais pas faire des pubs sans arrêt, mais vous avez compris que beaucoup de choses se trouvaient sur mon site rudykoya.com. Donc tout ça pour dire que si on s'entraîne énormément, oui, on a le temps pour tout ça. On a le temps aussi pour le renforcement tendineux, même si ça prend pas tant de temps que ça de faire 45 secondes d'isométrie sur 3 séries sur une zone en particulier, fonction des antécédents aussi. Mais les disponibilités, elles vont me permettre de déterminer, on va dire, la répartition que je peux mettre en place d'un point de vue d'entraînement. Est-ce que je peux faire un full body? Est-ce que je peux faire un half body? Est-ce que je peux faire un split? Heu, qu'est-ce qu'il en est exactement? À mettre en rapport évidemment avec, on va dire, le niveau de la personne. J'aime bien dire quand je prends le niveau parce que souvent on dit que le niveau c'est, un niveau de développement physique, c'est un niveau de performance. Moi, j'aime bien parler aussi de temps de pratique. De temps de pratique sérieux, évidemment. Si on a fait, 2 mois et puis qu'on s'arrête une semaine et puis qu'on n'arrête pas, ça voilà, ça compte à moitié. Mais j'aime bien, compter comme ça et me dire: «Voilà, ça fait 3 ans que tu t'entraînes de manière sérieuse». Bon, peu importe si tu fais que 10 à 50 au développé couché, parle des pecs, donc je prends le développé couché. En fait, c'était déjà à un niveau intermédiaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les barèmes pour expliquer si on est, débutant, intermédiaire ou avancé, en fait, prennent des performances et font des généralités, alors que ce que je vois depuis, plus de 20 ans, c'est qu'il y a des énormes différences entre les individus. Rien que d'un point de vue morpho-anatomique, celui qui a limite les 2 coudes, dans le dos qui se touchent quand il fait un développé, il peut pas soulever aussi lourd, il peut pas faire une démonstration de force aussi importante que celui qui a les bras, qui sont open à la parallèle quand il fait le développé couché, il fait ça, puis lui, forcément, il met hyper lourd. Lui, tiens, il met plus lourd sur la barre, alors que sans doute, si on faisait des calculs, il développe beaucoup moins de force. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler du temps de pratique sérieux pour évaluer le niveau de la personne, plutôt que de me dire, voilà, en fait, elle fait pas telle perf, elle a pas tel tour de bras, parce qu'en fait, c'est tellement génétique, c'est tellement influencé par des paramètres extérieurs et également par les antécédents. J'ai écouté encore un podcast ce matin qui, parlait, qui demandait, voilà, les champions sont-ils, innés ou acquis? Et en fait, le problème, c'est que personne ne saura répondre à la question. Comme le dit très bien Daniel Coyle dans son livre Le Talent Code, ben, le talent, c'est la répétition, d'accord, mais le problème, c'est quand tu découvres que le talent, c'est la répétition et que tu le découvres et que tu as déjà 25, 30, 35 ans, bah, heu, tu bien avancé parce que c'était avant que ça comptait. C'était, comme je dis souvent, c'est ma théorie du disque dur, c'est que quand on est enfant adolescent, on a notre cerveau qui est, «vide» entre guillemets, qui est vraiment prêt à être rempli, rempli, rempli et donc on apprend beaucoup plus facilement et au fur et à mesure de la vie, c'est de plus en plus difficile d'apprendre de nouvelles choses parce que notre disque dur se remplit, un peu comme un ordinateur où, plus vous l'avez et en fait, moins il va vite, alors faut le formater, faut supprimer des choses, et on voit bien que plus si on l'a depuis très, très, très longtemps, moi j'avais un ordinateur depuis plus de j'ai gardé 14 ans, j'ai changé il y a pas longtemps. J'ai acheté un super ordinateur en 2012 et bref, je voyais bien qu'il avançait plus et si je voulais le formater, c'était compliqué. Tout était compliqué. Tout devenait compliqué. C'est un peu pareil pour l'être humain. C'est pour ça que j'ai même basé sur le niveau et si la personne n'est pas débutante, comme j'ai expliqué de nombreuses fois, j'oublie le full body
et je pars sur soit half body en fonction du nombre de séances que la personne va faire dans la semaine et en fonction de si elle fait d'autres activités à côté, ou si on est vraiment focalisé sur la prise de muscle, bah, le split. Pour moi, il y a pas trop de débat là-dessus et j'en parle souvent. Le split, c'est l'entraînement, je vais pas dire ultime parce que c'est pas le mot, mais l'entraînement qui donne le plus de résultats sur la prise de muscle. Vraiment. Et quoi qu'en disent certains qui nous disent que c'est la fréquence d'entraînement qui compte, que c'est mieux d'en faire plus souvent, que c'est mieux de mettre plus lourd en dispatchant l'exercice sur la semaine ou quoi, il n'empêche que d'un point de vue empirique, encore une fois de mon expérience et de tous les pratiquants de très bon niveau naturel, je dis bien naturel, avec qui j'ai pu échanger, bah, en 20 ans, 99% ont construit leur physique avec. Bien sûr, ça n'empêche pas de temps en temps de mettre un peu plus de fréquence, de changer ou autre. Mais il n'empêche que la majorité de leur physique a été construit avec le split et qui consiste surtout, bah, à faire, on va dire, plus de volume durant la séance, quitte à mettre moins lourd. Bien sûr, il y a un compromis à faire sur lequel je vais revenir un petit peu après, plutôt qu'en faire, fréquemment, parce qu'on oublie que tous les systèmes de notre corps ne récupèrent pas la même vitesse. Nos muscles, c'est quelque chose qui fatigue pas beaucoup. C'est le dernier truc qui fatigue. Il y a tellement de protection au sein de notre corps que nos muscles ne fatiguent pas. Il y a plein de récepteurs qui nous empêchent d'aller à fond. Mais par contre, notre système, énergétique prend un petit peu de temps à récupérer. Notre système nerveux, bah, c'est ce qui prend le plus de temps si on a vraiment forcé. Notre système, tendineux, et articulaire, bah, pareil, en fonction de ce qu'on a fait, si on n'a pas dépassé ses capacités par rapport au mouvement qu'on veut faire, on s'était bien assuré qu'on avait les capacités, ce que personne ne fait ou presque, et ben, en fait, ça se trouve, on l'a traumatisé, ça prendra beaucoup plus de temps pour, récupérer. Il y a le système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, le système hormonal, immunitaire. On oublie qu'un effort, c'est pas juste musculaire et nerveux, c'est vraiment l'intégralité de notre corps, notamment quand on s'entraîne pour de vrai, on va en reparler un petit peu après, bah, qui est mis à rude contribution et tous les systèmes ne récupèrent pas à la même vitesse. C'est pour ça que, comme le disait très justement Jean Texier, moi j'aime bien toujours dire: «Mieux vaut en faire moins que trop». Mieux vaut faire une fois par semaine bien que, 2-3 fois. Auparavant, on pensait beaucoup à quantité, quantité, quantité et j'en ai parlé aussi d'un point de vue, entrepreneurial sur mon podcast Leadercast sur patreon.com/leadercast. Pour ceux que ça intéresse, c'est ma rubrique privée où je partage pas mal, de coulisses et autres. Bah, on fait de la quantité pour apprendre à faire de la qualité, mais dans l'entraînement, c'est un peu différent. Dans l'entraînement sportif, il faut d'abord apprendre à faire de la qualité, à bien faire ses mouvements, à bien s'appliquer, et cetera, pour ensuite progressivement amener de la quantité. Et c'est exactement ça, la transition avec le full body. On fait de la qualité et progressivement, on va faire de la quantité de qualité en passant sur un split. Donc ça va impliquer que, bah, on fait une séquence d'entraînement généralement d'une fois par semaine parce que la plupart des individus et c'est la bonne moyenne que j'ai trouvée, celle qui amène c'est les 80-20, la fameuse règle musculative, mais qui s'applique à beaucoup de domaines, où 4 séances par semaine en musculation, c'est vraiment l'idéal pour la majorité d'entre vous qui m'écoutez. Si vous n'êtes pas étudiant, vous êtes déjà dans la vie active, vous avez une vie sociale et autres, 4 séances, c'est le meilleur des compromis. 3 séances, c'est un très bon compromis aussi. En dessous, bah, on prendra moins de muscles et au-dessus, bah, on n'en prendra pas forcément plus parce que finalement, on va moins bien récupérer et on arrivera moins en forme à chaque séance. Et si de toute façon on fait plus de 4 séances, je recommande d'un point de vue longévité, d'ajouter du cardio, de la mobilité, heu, renforcement tendineux, on le met directement dans l'entraînement. Ça, c'est à pas négliger, surtout si on va faire des mouvements pour lesquels on n'est pas prédisposé à la base, comme je vous explique. Heu, ce niveau, bah, il va me permettre d'ajuster, on va dire, le nombre d'exercices par muscle, et l'intensité. Le nombre d'exercices, moi, j'aime bien le déterminer déjà par là, on parle des pectoraux, donc je vais prendre l'exemple. Est-ce que les pectoraux sont un muscle à angle? Oui, parce que toutes les fibres ne vont pas dans le même sens. Si vous prenez un livre d'anatomie ou d'ailleurs, moi, j'aime bien recommander le bouquin de mon collègue, Fred Delavier, qui est un précurseur dans le milieu de la musculation depuis plus de 20 ans. Je me souviens encore de nos repas, à sens unique où il parlait énormément, énormément, on a du mal à l'arrêter. Heu, donc le guide des mouvements de musculation, où on voit que, bah, les pecs, en fait, le haut de pec, il fait ça, le milieu, il fait ça et puis le bas, il fait comme ça. Et donc forcément, en fonction de comment je mets mon kick, quand je vais faire un développé, bah, je vais être plus ou moins sur certaines fibres musculaires, au détriment des autres. C'est toujours, je rappelle, une histoire de compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent. Donc déjà, est-ce que c'est un muscle à angle? Ensuite, je vais évaluer comment je suis capable de forcer à chaque série et où j'en suis dans ma progression. Si je suis intermédiaire, comme je disais, ça fait 3 ans que je m'entraîne, bah, sans doute qu'il est pas opportun de forcer le plus possible à chaque série, et que qu'utiliser les cycles de progression, donc programmer sa progression à chaque séance, a du sens.
Par exemple, j'ai fait 3 fois 10 à 60 kilos pour un développé couché, mais je vous rassure, c'est pas le meilleur exercice et c'est pas celui que je vais vous recommander, à la fin. Je déroule tout mon plan pour ceux qui sont coachs ou qui seront futurs coachs, qui sont intéressés vraiment de comprendre ma philosophie pour construire un programme. Bah, avec 2 minutes de récupération, je vais me dire: «Bah, voilà, c'est bien passé, donc là, on va passer à 3 fois 10 à 61». Mieux vaut, heu, minimiser entre guillemets, l'intensité si on peut progresser sans mettre d'intensité. Parce que plus on met d'intensité, plus on va prendre de risques, c'est peut-être pas le mot, mais plus on va mettre son corps dans son ensemble contribution. Si on peut progresser sans forcer, bah, c'est mieux parce que d'un point de vue longévité, bah, déjà, on se met moins, à mal et puis bon, pareil, ça économise de la marge de progression pour l'avenir. Donc ça, c'est super. C'est, moi, des fois, je vois des gens qui sont un peu frustrés, quand je recommande ça, qui se disent: «Bah, ouais, mais si je force plus, je progresse plus vite». Pas du tout. On peut pas forcer son corps à progresser plus vite que ce qu'il ne peut. Nos capacités d'adaptation sont limitées et on n'est pas pressé, en plus, dans une optique de longévité, parce que les progrès, ça se fait sur le moyen et long terme. Si jamais je regarde à côté, c'est parce que j'ai tout préparé pour vous faire un super épisode. Heu, donc pour les pecs, bah, souvent, ça va impliquer au moins 2 à 3 exercices, parfois 4. D'autant plus qu'il faut prendre en compte le fait que pendant longtemps, on pensait que nos muscles, j'aime bien faire cette démonstration, pour ceux qui sont sur YouTube, ils vont comprendre. Heu, En fait, on pensait avant que quand l'influx nerveux, il arrivait, il contractait tout le muscle et en fait, il y avait aucune déperdition tout le long du muscle. Et tout le muscle, toutes les fibres musculaires se contractaient à la même force. Et en fait, on s'est aperçu que quand l'influx, il arrive, en fait, il fait ça et ça. Donc que les fibres qui sont principalement étirées, donc ici au début de ma main, pour ceux qui sont sur YouTube, elles se contractent plus fort que celles au bout. On parle de régionalisation de la contraction musculaire, de compartimentation musculaire. Heu, Michael Guddy en avait beaucoup parlé dans les je pense c'est autour des années 2010 quand il écrivait des articles dans le défunt magazine du Monde du Muscle, qui était vraiment un super magazine avec justement, bah, les articles de Michael, avec, les dossiers de Jean Texier qui sentait vraiment la vie, les dessins de Lucien de Méliès. Bref, ça rappelle des souvenirs et c'était vraiment, un super magazine. On est toujours nostalgique en pensant que c'était mieux avant, donc, je vais pas faire, cet affront, mais c'était quand même mieux avant. Donc à partir de là, bah, je sais que un exercice qui m'active comme par exemple des écartés ou du développé couché en prise large que beaucoup font pour, mettre plus lourd sur les barres parce qu'il y a moins d'amplitude et cetera, développe surtout, bah, l'extérieur et le bas des pecs. On voit beaucoup d'individus qui font les pecs, comme ça avec que des prises assez larges pour mettre plus lourd sans trop réfléchir si c'est le mieux pour leurs pectoraux et qu'en fait, qui prennent vraiment, on voit de l'extérieur et du bas des pecs et qui ont un trou en général haut des pecs et milieu des pecs et on se dit: «Bah, merde, c'est leur morpho-anatomie, c'est, leur insertion musculaire». Pas du tout. C'est que le muscle se contracte par compartiment et que donc si je fais un exercice qui étire, forcément, c'est mieux d'avoir aussi des exercices qui raccourcissent. Personnellement, je suis pas trop pour l'exercice qui étire, 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 car comme vous l'avez compris, quand je me mets en position de d'étirement vraiment, bah, je mets beaucoup l'emphase sur les tissus conjonctifs. D'autant plus que je l'ai pas précisé tout à l'heure quand je parlais de morphoanatomie, mais il y a une compétition de recrutement entre différents muscles qui participent et si j'ai du mal à prendre des pectoraux parce que j'ai l'épaule qui est très en oblique, qui est comme ça, très sur la clavicule, bah, en fait, il arrive un moment où quand je vais descendre, 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 bah, je peux le montrer à ceux qui sont, avec moi en vidéo. Donc imaginons je fais comme ça, je vous montre. Donc je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Donc là, on voit que ça va et là, regardez, hop là, vous voyez mon épaule s'est étirée. Là, on voit mon épaule a commencé à s'étirer. Là, c'est pas étiré. Là, elle a commencé à vous voyez, pardon, ça se voit bien. Ça se voit bien ceux qui sont en milieu. Donc là, ça veut dire qu'une partie du travail est partie sur mon deltoïde antérieur. Moi, c'est pas ce que je souhaite parce que quand je fais un exercice, notamment pour solliciter un groupe musculaire, ce que je veux, c'est vraiment solliciter principalement le muscle que je veux développer, donc là, les pecs. Donc j'ai intérêt à aller moins loin que là, à m'arrêter là, par exemple, pour les pecs. Si je vais là, bah, je le sais, je passe plus l'épaule. C'est pas gênant si on a une optique de préparation physique, une optique de force athlétique, on sera obligé d'y passer. Mais dans une optique de développement musculaire, et notamment des pectoraux, même de n'importe quel muscle, je dois faire attention à ça. Donc moi, j'aime bien faire ce test-là. Donc c'est un des tests des préférences musculaires que j'apprends aux futurs coachs et donc je ferai peut-être un jour une formation si j'arrive à me motiver et je fais un deuxième test pour savoir si on peut faire ou pas du développé incliné. Donc vous pouvez le faire, aussi si vous regardez la vidéo. Donc je serre bien les omoplates, je suis ici, donc on voit que mon haut de pec est contracté ici. On sent et donc je vais monter, 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 monter et tant que ça reste contracté, beh, ça va. Il y en a pour qui, bah, vous allez faire le test, malheureusement, le haut de pec va pas se contracter, il va rester mou et ce qu'on veut voir, en fait, c'est ici, on voit mon avant d'épaule, on veut que le pec soit au moins au niveau de l'épaule, voire légèrement devant. Si c'est pas le cas, bah, faudra baisser, baisser, baisser le bras et voilà, on voit que le pec gagne complètement contre l'avant d'épaule qui s'est écrasé
Heu, donc ça permet de déterminer si je peux faire de l'incliné et si oui, à quel degré. Donc mon haut de pec reste contracté, plus que mon avant d'épaule, mais c'est bon. Si l'avant d'épaule, on voit que le haut de pec commence à devenir mou et que l'avant d'épaule commence à être de plus en plus à se contracter de plus en plus fortement, là, c'est que j'étais trop loin en incliné. D'expérience, après avoir analysé aussi des milliers de gens, je peux dire que, très peu de personnes peuvent faire de l'incliné, d'autant plus sur les bancs qu'on retrouve en salle qui sont souvent à 45°, qu'en fait ce sont des développés épaules, pour ceux qui, n'auraient pas une bonne flexion d'épaule, qui seraient pas capables de mettre les bras au-dessus de la tête, qui seraient peut-être bloqués ici et dans ce cas-là, l'incliné c'est super pour eux parce que ça fait bien les épaules. Donc ça, c'est les préférences musculaires et ça nous permet de déterminer en fonction des groupes musculaires, en fonction des exercices, où arrêter mon amplitude pour garder cette optique de sollicitation musculaire, de développer le muscle que je veux y développer. Pareil, ça c'est un grand mythe qu'on entend un peu partout, qui est que oui, le plus j'étire, mieux c'est pour mes muscles. Oui, à condition d'étirer le bon muscle. Si j'étire pas ce que je veux développer, ça se transfère à l'autre muscle et je prends de l'autre muscle. Donc pareil, ça c'est une incompréhension, terrible que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux. Les gens disent: «Oui, mais ça, c'est la tension d'étirement, c'est mieux». Ça dépend ce que ça étire. Si ça é si ça étire un autre muscle ou que ça met beaucoup en tension tes tissus conjonctifs parce que tu as les coudes, qui se touchent quand tu fais le développé couché, tu as les 2 coudes qui se touchent dans le dos, ça va pas te faire du bien. Ça va pas faire plus de muscles. Ça va surtout faire moins de muscles, plus de mauvaises courbatures et pas développer ce que tu veux développer. Donc ça, c'est vraiment une grossière erreur. Donc l'expérience, on en arrive donc justement entre 2 et 4 exercices pour les pecs, la bonne moyenne étant 3 exercices, qu'on retrouve dans de nombreux programmes de manière empirique et qui marchent très bien. Ensuite, d'un point de vue, du choix des exercices, il y a aussi pas mal de questions sur, les exercices polyarticulaires vs d'isolation. Pour moi, c'est un faux débat, dans le sens où on entend que les exercices polyarticulaires, encore une fois une énorme connerie, sécrètent plus d'hormones. On me dit: «Ouais, mais d'un point de vue hormonal, c'est beaucoup mieux de faire des exercices polyarticulaires de base et cetera». Pas du tout, pas du tout, dans le sens où, pendant longtemps, on pensait que seules nos différentes glandes sécrétaient des hormones et on s'est rendu compte que nos différents tissus en sécrétaient. J'en parlais dans le podcast sur, sécher, je sais plus comment j'avais appelé les 3 erreurs de la sèche ou les erreurs de la sèche sur le Super Physique Nutrition podcast. Ça vous avait pas mal plu, il avait fait pas mal, d'écoutes. Ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. En fait, nos cellules graisseuses sécrètent des hormones qui veulent, se remplir, elles veulent pas rester vides et nos muscles, c'est pareil. Ils sécrètent ce qu'on appelle des myokines, mais également différents types d'hormones, comme, de la testostérone, comme, différents types d'hormones de croissance et donc en fait, à chaque fois qu'on veut faire grossir un muscle, c'est toujours une histoire d'isolation. En fait, l'environnement global compte, certes, donc les sécrétions de manière générale comptent par nos glandes, mais les sécrétions au niveau local comptent encore plus d'un point de vue développement musculaire. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'isolation. Heu, En règle générale, toutefois, j'en arrive à recommander 1 à 2 exercices polyarticulaires et souvent 1 d'isolation. C'est en général la bonne moyenne, même si à mesure qu'on progresse, on se rend compte qu'on arrive de moins en moins à multiplier les exercices parce qu'on met de plus en plus lourd, ça utilise de plus en plus nos ressources physiques et mentales et donc souvent on diminue son nombre d'exercices. Je le vois souvent sur les forums Superphysique, sur www.superphysique.org. C'est des questions de la part de pratiquants qui ont déjà 5-6 ans d'entraînement qui se disent: «Mais quand je fais 2 développés, je sens que le deuxième j'ai plus rien». Si tu sens que tu as plus rien, c'est que tu es arrivé au stade où tu deviens tellement efficace, et c'est ça aussi l'entraînement, c'est lever progressivement des inhibitions pour nous apprendre à forcer de plus en plus, à utiliser de plus en plus de fibres, de manière de plus en plus forte et forcément, on a moins de ressources, on est plus efficace. Et certes, c'est frustrant quand on aime s'entraîner. Soit on fait le choix, de moins forcer et peut-être de moins progresser et ça peut très bien s'entendre dans une optique de longévité. Je vais en reparler un petit peu après au niveau des temps de récupération. Mmh, mais il y a pas trop de soucis. Après, en termes de nombre de répétitions, et je vais pas trop m'attarder parce que j'ai fait beaucoup de podcasts là-dessus, beaucoup de contenu sur mon compte Instagram Rudy Koya SP, auquel vous pouvez me suivre et sur lequel je partage un contenu par jour. Souvent des extraits de podcasts, mais également des fois des inédits. Et bref, il y a tellement de contenu qu'on a du mal à retenir, tout ce qui se passe. Donc, j'espère en tout cas vous aider avec ce contenu que je publie chaque jour. Moi, je suis plutôt pour les séries longues, parce qu'on sait que pour prendre du muscle, il faut que le temps sous tension soit en moyenne, eh bien en moyenne entre 30 et 60 secondes. Or, on se rend bien compte que quand on fait des séries très courtes, par exemple des séries de 6 ou 8 répétitions, on est souvent en delà de ces 30 secondes, en deçà. Quand on est en deçà, ça veut pas dire qu'on va pas prendre de muscle, ça veut dire que les progrès qu'on va faire sur ces séries de 6 à 8 répétitions, vont faire prendre moins de muscles pour la majorité que si on fait des séries plus longues. C'est pour ça que je suis plutôt sur des séries en moyenne de 10 à 20 répétitions, avec plutôt des séries de 10-12 répétitions
sur l'exercice polyarticulaire parce qu'il y a des facteurs limitants. Je pense que vous l'avez tous déjà ressenti, si on prend les pecs, plus les séries s'allongent et plus on sent les triceps. Or, nous, ce qu'on veut, c'est sentir les pecs. Je cite souvent, Blas Higueras et je crois qu'il y a sa fille qui m'avait écrit un coup sur Instagram parce qu'elle avait écouté, elle avait entendu que je citais son père, qui dans le monde du muscle était un champion de bodybuilding, disait que lui, passait les 8-10 répétitions sur l'exercice polyarticulaire pour les pecs et le dos, bah, il sentait beaucoup les bras et donc il imitait. Donc, encore une fois, j'invente rien, je retransmets de l'empirisme que j'ai lu et mon propre empirisme après avoir coaché des milliers de personnes. Et d'autre part, sur l'exercice d'isolation, bah, comme il y a pas ces facteurs limitants, bah, j'aime bien faire monter les répétitions. C'est comme ça que, bah, j'ai beaucoup pris des épaules. J'ai souvent recommandé, bah, on voit, je sais pas si on voit la vidéo, mais les épaules sont un gros point fort parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries longues, des fois 30, 40, 50 et même 100 pendant un temps. Aujourd'hui, je me concentre souvent entre 20 et 50 répétitions sur l'exercice d'élévation, que ce soit latéral ou l'oiseau. Et je fais souvent faire, bah, à mes élèves et même pour moi, des séries entre 12 et 20 répétitions sur les exercices pour les bras. Même pour les mollets, même pour les ischios, même pour les cuisses, où ça marche plutôt bien, en plus de minimiser, en tout cas, l'impact articulaire et tendineux, parce que plus on met lourd, plus on doit être renforcé, puisqu'on n'est jamais aussi renforcé que son maillon plus faible. Et malheureusement, on est bien plus faible que ce qu'on pense. C'est, heu, c'est ça le problème. Donc ça, c'est le nombre de répétitions. N'hésitez donc pas à allonger vos séries. Heu Au niveau des temps de récupération, on sait que pour prendre du muscle, bah, c'est mieux de maximiser le stress durant la série, c'est-à-dire de faire plus de répétitions avec plus de poids. De toute façon, à terme, on en arrive toujours à progresser là-dessus. Moi, j'aime bien utiliser les cycles de progression, comme je disais, programmer sa progression. Je ne m'y attarde pas en détail parce que j'ai fait des dizaines de vidéos pour tout expliquer dans la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com. Pour ceux que ça intéresserait, ils peuvent s'y référer en détail, mais il faut vraiment être motivé. C'est vraiment pour les futurs coachs ou les passionnés. Car j'explique tout, de tout, de tout, de tout, ce que j'ai pu comprendre et que je fais appliquer. Mais voilà, comme je disais, les temps de récupération, bah, pour moi, ils sont vraiment à mettre en parallèle de 2 choses. Un, les disponibilités. Combien de temps je peux m'entraîner? Parce que évidemment, plus je progresse, plus je vais forcer à chaque série et plus j'ai besoin de temps de récupération entre chaque série pour continuer à progresser. Pour continuer à faire des séries productives. Si, je fais une série de 10 à un RPE 9, ça fait 5 ans que je m'entraîne, c'est pas le même RPE 9, c'est pas la même difficulté. Le RPE étant une note sur 10 d'intensité subjective qu'on peut utiliser pour essayer de programmer sa progression, que j'utilise beaucoup en tout cas en coaching à distance avec mes élèves pour gérer leur vitesse de progression et leur dire quoi faire à chaque séance, chaque semaine. Heu Bah, il n'empêche que un RPE 9 quand on a, 5 ans d'entraînement, c'est pas le même RPE 9 que quand on a 6 mois d'entraînement et ça, bah, forcément, ça implique un temps de récupération plus important quand on a 5 ans d'entraînement pour pouvoir refaire des séries productives. On peut choisir de moins forcer pour prendre moins de temps de récupération, mais c'est souvent moins efficace d'un point de vue de la prise de muscle. C'est pour ça que tous les pratiquants naturels, au bout d'un moment, quand ils veulent progresser, 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 bah, ils augmentent les temps de récupération. Souvent, la bonne moyenne, le bon compromis, c'est 3 à 4 minutes, mais encore une fois, il faut avoir beaucoup de temps pour s'entraîner. J'ai tendance à penser aujourd'hui, et j'en reparlerai sur ma chaîne principale Rudy Koya prochainement, j'ai fait une vidéo qui est pas encore sortie, que d'un point de vue longévité, on a peut-être intérêt à mettre moins lourd, quitte à être moins musclé. C'est un petit aparté, peut-être que vous souhaitez, être le plus balèze possible, à réduire un peu ses temps de récupération autour de 1 minute 30, 2 minutes, heu, entre les séries d'un même exercice, quitte à minimiser les poids pour pouvoir les faire plus longtemps parce que, encore une fois, plus c'est comme le nombre de répétitions, plus je mets lourd, plus j'ai intérêt à être renforcé de partout et avoir les prérequis d'un point de vue mobilité pour pouvoir tenir ça sur le moyen et long terme. Sachant que, je l'ai pas dit, mais la transformation physique, la prise de pectoraux, ça se fait pas sur 1, 2, 3 mois, comme, voulaient me le vendre Muscle& Fitness quand j'étais gamin avec leur programme. Prenez des pectoraux en 6 semaines, ayez un dos d'acier en 6 semaines et cetera chaque mois. Chaque année, c'était les mêmes programmes avec d'autres photos. Moi, je me souviens surtout du prenez 4,5 kg de muscle en 6 semaines. C'était vraiment le le truc à dormir debout, mais j'y croyais quand j'avais, 16-17 ans. Mmh. D'ailleurs, j'appliquais souvent le programme pour les bras, pour prendre plus vite, mais bon, ça marchait pas plus vite. Fallait faire les bras 3 fois par semaine, mais ça donnait pas plus de résultats que de les faire, 1 fois de manière, qualitative. Je vous le partageais tout à l'heure. Bref, donc temps de récupération, j'en viens finalement d'un point de vue longévité à penser qu'1 minute 30, 2 minutes, c'est bien. Après, rien n'empêche, si, vous voulez quand même progresser à fond, vous êtes dans cette optique, vous êtes peut-être encore assez jeune et voilà que vous avez un temps fou pour vous entraîner, bah, de se dire, sur un exercice polyarticulaire au début, je prends plus de récupération parce que je force, et là où je force moins, bah, je prends moins. Après, c'est l'exercice polyarticulaire, mais le temps de récupération,
dépend de l'intensité que vous mettez. C'est pas parce que c'est polyarticulaire ou d'isolation que le temps de récupération doit changer. Si vous faites une série, je sais pas, décastée, à la poulie en forçant comme un malade, une série de 20 ou 25, vous allez bien voir que ça vous met dans un état bien plus, comment on peut dire? Bien plus fatigant, c'est pas le mot, mais vous comprenez, vous êtes beaucoup plus fatigué après cette série-là, une série de 25 presque à l'échec, une série de 10 presque à l'échec. Donc ça nécessitera beaucoup plus de temps de récupération. Donc à l'inverse de ce que beaucoup pensent, les séries longues sont beaucoup plus impactantes d'un point de vue global, quand on force à la même intensité, que les séries courtes et nécessitent plus de temps de récupération. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai tendance plutôt à dire que le temps de récupération, quand je donne des cours, c'est un peu comme les glucides, dans l'alimentation, faut les mériter. Faut mériter son temps de récupération en fonction de l'intensité qu'on met. Et d'expérience, d'un point de vue longévité et progression, le meilleur compromis, pour moi, c'est 2 minutes à adapter, mais en fonction du temps que vous avez pour vous entraîner. Si vous n'avez pas le temps, bah, n'hésitez pas à faire, des supersets ou autre. Bref, on en reparlera peut-être que je ferai un épisode là-dessus si ça vous intéresse, sur comment augmenter, heu, je vais pas dire l'efficacité de son entraînement, mais maintenir l'efficacité de son entraînement avec, des techniques pour gagner du temps. Ça pourrait être une idée d'épisode, et j'ai pas mal de choses à partager là-dessus, parce que comme je coach plein de personnes, j'use et j'abuse de plein de petites techniques, hacks et astuces pour rester dans l'air du temps, pour essayer d'agrémenter, de continuer à avoir des progrès malgré le manque de temps. De toute façon, à un moment, on est limité par le temps qu'on a pour continuer à progresser. C'est un peu ça la vraie limite de chacun. C'est jusqu'où on est prêt à s'investir en termes de temps, que ce soit à l'entraînement et même en dehors en termes de récupération. J'ai écouté un excellent podcast de mon ami David de Limitless Project avec Thibaut de GoWood qui expliquait que à l'époque, Matt Fraser, qui était le champion des CrossFit Games pendant plusieurs années consécutives, passait une bonne partie de ses après-midi à se masser avec rouleau, balles, etc., pour être sûr de n'avoir aucune tension. Donc, tant qu'on n'en est pas là, on a encore de la marge, mais qui a envie de faire ça sérieusement? La plupart d'entre nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que je pense que le temps de récupération, on a peut-être intérêt à minimiser les poids, quitte à moins progresser, parce que de toute façon, c'est pas là le vrai, sujet. Le vrai sujet, et c'est là où j'en arrive, c'est le choix des exercices. OK? Je vais être cash, les exercices avec barre, je les fais faire de moins en moins à la plupart de mes élèves en coaching à distance. En fait, le problème des barres et haltères, des barres, pardon, les haltères, c'est plutôt bien, je vais en reparler. Mais le problème des barres, c'est qu'en fait, il suffit d'avoir une asymétrie, d'avoir un bras plus long que l'autre, ce qu'on a tous plus ou moins, d'avoir, pas la même mobilité de chaque côté, plus de rotation interne d'un côté et puis un peu moins de l'autre, être, comme ça. Voilà. On fait le développé, donc on a une épaule qui sort plus et puis l'autre qui est un peu plus basse. En fait, ça met énormément de contraintes. En plus, bah, pour limiter son amplitude par rapport au test que je vous ai partagé, bah, c'est hyper compliqué. On va mettre un boudin, on va mettre ci, on va mettre ça et en plus on va voir, si on s'entraîne en salle, plein de remarques de gens qui n'y connaissent rien, qui vont donner leur avis et l'être humain, il aime pas se faire critiquer et il aime bien faire comme les autres. Et malheureusement ou heureusement, on est comme ça nous a quand même permis de survivre, je pense, dans pas mal de situations tout au long de notre évolution. Donc c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai tendance à ne plus mettre, sauf si la personne est vraiment faite pour les développer avec barre. Je pense, à mon élève, Sacha, avec qui je suis encore faire du développé décliné, puis à d'autres évidemment, mais lui qui était un bencher à la base, bah, j'enlève les développés avec la barre. Vraiment, ou à la rigueur du développé décliné, mais vraiment si je vois pas de souci. Si je vois qu'il y a pas de souci, parce que le développé décliné, en fait, comme ça met le coude sur l'épaule, vous voyez? Regarde, je montre. Là, j'ai l'épaule contractée. Si je baisse les coudes, hop, mon épaule se contracte. Je vais montrer sur ce bras-là. Si je suis là, l'épaule est, vous voyez, la deltoïde antérieure est contractée. Si je fais ça, hop, ça décontracte et plus je suis bas, bah, moins il se contracte. Donc le décliné, ça met les coudes un peu plus près du corps en nous descendant sur le haut de la cage. Donc à la rigueur, c'est le seul que je vais mettre avec barre si on a accès au banc. Si on n'a pas accès au banc, en fait, ce que je fais faire souvent, et ce qui est beaucoup plus efficace, même d'un point de vue longévité, et même pour les personnes qui ont mal aux épaules, c'est de développer couché avec haltère. Ça, c'est un exercice qui fonctionne pour la plupart des individus. Maintenant, je ne vais pas faire comme la plupart des gens. Ce que je fais faire, souvent, c'est que je vais adopter une prise semi-pronation. Au lieu de rester comme ça et d'avoir les coudes très ouverts, c'est que je vais resserrer un peu les, au lieu de mettre les mains comme ça, je vais les mettre comme ça. Je montre à la caméra. Et donc, en fait, ça va me faire descendre comme ça. Donc, je vais être beaucoup plus serré. Un peu à l'instar d'un coucher serré, mais entre deux, parce que je vais pouvoir être un peu plus large. Mais en fait, je vais descendre comme ça. Et donc là, bah, l'épaule peut moins intervenir et je vais pouvoir descendre. Vous voyez, mon épaule, elle se contracte presque pas. Et, je me dis celle-là, c'est mieux. Alors que si j'étais là, bah là, hop, elle est déjà étirée. Donc, en étant en semi-pronation, ça marche bien. Ensuite, moi, j'aime bien mettre ça en premier exercice. Je parlerai des machines juste après. Si j'ai accès à un banc décliné, bah, j'hésite pas à mettre décliné avec haltère. Ou si mes tests, ou par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aux vidéos
que les gens m'envoient par rapport au coaching à distance. Au fur et à mesure, comme je vais filmer les exercices, je vois un peu ce qui se passe. Bah, et puis en fonction des photos, comme je vois l'analyse, même si je la fais pas de manière formelle, j'analyse les gens, de manière presque instantanée à force de faire des analyses depuis 2010. Bah, faut tout de suite la personne de faire de l'incliné et à quelle angulation. Donc incliné à terre, pareil, ça peut avoir du sens, mais souvent, mon expérience m'amène à mettre le banc autour de 10-15 degrés. Et j'aime bien finir par un exercice d'écarté. Souvent, j'utilise pas les écartés couchés. Ça dépend encore une fois de la configuration de la salle, comment la salle est blindée de monde ou pas, comment on a accès aux poulies, quelles sont les machines auxquelles on a à disposition, notamment les machines à écarter. Mais en insistant vraiment sur la fin de contraction, vraiment sur ici. C'est ça qui m'intéresse, c'est quand j'ai les mains ici, c'est vraiment aller là pour serrer au maximum et sentir, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette notion de compartimentation, de régionalisation musculaire, l'intérieur, le milieu des pecs qui, d'un point de vue anatomique, n'existe pas, mais d'un point de vue nerveux existe, puisqu'une grande partie du recrutement est nerveux en fonction de ce qu'on étire. Quitte, bah, encore une fois, en fonction de quand l'épaule s'étire, à réduire l'amplitude et pas à aller, les bras derrière comme ça, bien s'arrêter peut-être, bras dans l'alignement du tronc et vraiment à se concentrer sur la contraction. Ça, c'est également quelque chose qu'on peut faire à un bras et dans ce cas-là, on peut aller encore plus loin dans la contraction. Voilà. Il y a des bonnes machines, pec deck, pareil, butterfly qui existent pour le faire, donc c'est très bien aussi et le but, c'est vraiment d'être sur la contraction, quitte à réduire l'étirement si on n'est pas fait pour les pecs. Ça, c'est une séance que la plupart d'entre vous pouvez faire avec peu de matériel si vous entraînez chez vous. Ceux qui entraînent chez eux, souvent, j'aime bien faire utiliser des élastiques pour faire ce dernier exercice. Certes, c'est pas parfait, mais ce sera toujours mieux que de faire, des écartés si vous n'avez pas la mobilité, si vous souhaitez pas travailler vos tendons. Ça prend aussi du temps, hein, c'est pas, 2 semaines de travail tendineux qui vont résoudre tous les problèmes, hein. C'est un travail sur le moyen et long terme d'un point de vue longévité. Mais je pense que si vous suivez les Super Physique Nutrition Podcast, vous êtes sans doute dans cette optique. Et ça, c'est une séance, en fait, qui marche pour plein d'individus. C'est ça qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que dès qu'on enlevait les barres, donc à moins que vous ayez fait un banc à décliner et que vous soyez plutôt fait, pour le décliner, voilà, vous soyez pas vraiment, non fait pour, prendre des pecs, bah, décliner de barre, coucher haltère, un exercice d'écarté, ça marche, tu connais, avec la flexion-pronation ou sinon, bah, coucher haltère, développé incliné ou développé décliné haltère. Sur les bancs à abdos qu'il y a en salle, ça marche très bien d'ailleurs, on peut régler. Alors décliner pareil, hein, faut pas foutre la tête en bas, c'est pas de la détente vertébrale, hein, mais un 10°, 10-15°, c'est très bien aussi, avec pareil une prise semi-pronation et un exercice d'écarté en série un peu plus longue et souvent c'est ce qui marche le plus. Concernant les machines, si vous avez accès à des super machines, ça peut valoir le coup. Je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais été, voir Monsieur Olympia, c'était où? C'était à Las Vegas, on était à l'Orleans, donc je crois que c'est 2011. Il y a peut-être encore les photos sur le site, Super Physique et j'avais fait des reportages quand personne n'en faisait, en photo et vidéo. Et bref, on avait été ensuite à Los Angeles et au Gold Gym et j'avais découvert, bah, les machines Hammer pour les pecs et là, c'est vrai que, bah, pour moi, en tout cas, qui suis fait pour les pecs, ça marchait du tonnerre. Comment savoir si une machine vous correspond ou pas? Déjà, tester plusieurs hauteurs de siège. Comme je l'ai dit, bah, souvent, si vous êtes pas fait pour les pecs, il faut que votre coude soit sous l'épaule, donc il faut monter un peu le siège. Ensuite, bah, souvent, elles sont bien faites. Les poignées sont un peu comme ça, donc vous êtes déjà un peu en semi-pronation et ensuite, bah, quand vous faites le mouvement, est-ce que vous sentez les pecs? Est-ce que vous sentez que ça contracte les pecs ou pas? Même si les sensations, sont pas, on va dire, le facteur principal de la croissance musculaire et que c'est surtout, bah, la tension mécanique couplée à un certain temps sous tension. On disait entre 30 et 60 secondes, donc des poids plutôt moyens, pas trop lourds en tout cas, mais pas des poids trop légers non plus, heu et entre guillemets, la progression dessus, donc rajouter des kilos, des répétitions progressivement pour, progresser. Bah, il n'empêche que si quand vous faites un exercice, vous sentez surtout les épaules qui gonflent, le muscle que vous travaillez ne congestionne pas, bah, vous n'avez pas le feedback que l'exercice vous fait le bon muscle. Donc c'est un peu comme ça qu'on choisit une bonne machine, c'est est-ce que ça vous fait ce que ça doit vous faire? Mais en règle générale, il faut monter un peu le siège, pareil sur les machines à pec deck, au lieu d'avoir les coudes ouverts, vous montez un peu le siège, vous avez les coudes ici, comme ça réduit l'intervention du deltoïde antérieur. Ça me semble hyper important à vous partager. Et enfin, bah, il y a cette question de fréquence d'entraînement sur laquelle j'aimerais revenir encore une fois, mais j'en ai parlé plein de fois. J'écoutais un podcast ce matin d'un entraîneur d'athlétisme que je connais bien, quand je vais donner des cours, à l'INSEP, qui, disait, je vais essayer de le paraphraser et de bien me souvenir, c'est, «La littérature scientifique est descriptive et non prescriptive» et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des études, ceux qui les lisent pour de vrai, hein, qui s'abonnent au magazine, qui payent un peu, qui lisent pas juste les abstracts ou qui font pas que répéter comme des perroquets, ce qu'ils ont entendu ou vu ou de la part de n'importe qui.
Et parfois, on peut voir sur le court terme, sur des individus dont on sait pas vraiment quel est leur niveau, comment ils s'entraînent, voilà, c'est pas grand-chose, hein. C'est à prendre avec des pincettes. On nous dit qu'une fréquence, bah, c'est mieux. Voilà, allez, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. En fait, c'est peut-être que sur le court terme, et on l'a tous déjà expérimenté, bah, si tu fais, les pecs 2 fois par semaine pendant quelques semaines, tu vois que c'est mieux. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que pratiquants de musculation naturelle, avec cette optique aussi de longévité, de bien vieillir, puisque, il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis que j'ai commencé à faire du contenu, donc depuis plus de 20 ans sur le net, entre mes articles, les podcasts, les vidéos et cetera. Bah, en fait, on se rend bien compte que c'est bien d'être pressé, de forcer, mais si c'est pour après ne plus pouvoir faire, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que j'aime bien dire: «On n'est pas pressé». Si vous faites les bons exercices, vous appliquez la bonne méthodologie, vous choisissez vraiment tout ce qu'il faut par rapport à vous, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, que vous pouvez appliquer encore une fois à chaque groupe musculé, ben, vous allez avoir des résultats avec une fréquence d'une fois par semaine. C'est même pas une question de se dire: «Si je veux avoir des résultats», vous allez avoir des résultats, c'est garanti. Si vous faites ce que je vous ai partagé, j'en ai pas parlé, mais le nombre de séries, souvent la bonne moyenne, c'est 3 séries par exercice. C'est à peu près le meilleur compromis. Et je m'y attarde pas parce que ça peut faire, l'objet, d'une longue vidéo aussi par rapport, aux effets cumulatifs, aux 80-20 et cetera. Mais si vous faites 3 séries par exo en moyenne par rapport à la séance que je vous ai donnée, en faisant des séries plutôt moyennes sur l'exercice polyarticulaire et des séries plus longues sur l'exercice d'isolation, en faisant 1 fois par semaine, vous allez progresser avec une bonne stratégie de progression, en chronométrant votre temps de récupération, en essayant d'ajouter une répétition par-ci, une répétition par-là, et le temps fera son effet. Lorsqu'on fait les choses correctement, il faut, entre guillemets, avoir confiance dans le processus. Le processus, si vous faites les choses correctement, va vous faire progresser. C'est sûr. Pareil, j'ai donné une séance comme ça, des exemples de séances, mais on pourrait imaginer aussi faire des dips, si vous êtes fait pour, si vous avez une bonne, extension d'épaule. Attention aux prérequis aussi qu'il faut avoir. On peut imaginer faire des pompes. Moi, j'ai fait souvent des pompes lestées. J'ai un petit appareil, pareil, pompe, on peut être comme ça, donc avec les coudes un peu ici. Donc bah, pareil, c'est super et puis ça réduit vite l'amplitude parce qu'on a souvent les côtes qui touchent avant les pecs au niveau du sol, donc ça étire un peu moins. Ça marche bien aussi. Heu, il y a plein de petits exercices. Pareil, les pompes, il y a plein de variantes, inclinées, déclinées, il y a plein de variantes qui peuvent fonctionner. En tous les cas, moi, je vous recommande pas, c'est les prises larges. Vraiment les prises larges pour la plupart d'individus, à part pour maximiser les poids si on fait des compétitions de force ou autre, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça nécessite un renforcement tendineux conjonctif beaucoup plus important, qui prend aussi du temps et si on manque de temps, bah, c'est vraiment pas, mmh, un truc que je vais vous recommander. Donc tout ça pour dire sur la fréquence, bah, 1 fois par semaine, c'est très bien. Dans cette optique de progression et de longévité, faites confiance au processus avec tout ce que je vous ai expliqué et maintenant, bah, vous avez, j'espère en tout cas, j'essaie d'être, simple, bah, toute ma philosophie, toutes les questions que je me pose lorsque je construis un programme à quelqu'un. Comment je fais pour le construire en fonction de sa morphoanatomie? Dans quelle position ça l'emmène d'un point de vue tendineux? Et quelle est sa mobilité? Parce que moins je suis doué et plus ça implique de travail et peut-être qu'en fonction de mes contraintes, des blessures que j'ai eues, de mes antécédents et de mes disponibilités, j'ai peut-être intérêt, bah, à fuir ces contraintes et c'est pas très grave, hein, si vous faites pas de développé couché avec la barre, sur votre vie va très bien se passer. Il fut une époque où, je faisais des compétitions de développé couché, j'étais champion de France en 2005 et de pas faire de développé couché barre, c'était, comment? Le malheur. C'était le malheur. En fait, pas du tout, il y a plein de super exercices et l'idée encore une fois, c'est de progresser, mais également de bien vieillir puisque naturellement, on se rend bien compte que la progression se fait sur le moyen long terme, d'autant plus si on ne se blesse pas, qu'on n'a pas de douleur et qu'on est bien et c'est pour ça que Minute aujourd'hui, à part pour le décliner, pour des exercices avec haltères qui marchent plutôt bien et qui sont souvent, très efficaces, donc qui nous permettent encore de se sentir guerrier ou des exercices avec machine si on y a accès et que les salles sont pas trop blindées de monde. Ça dépend à quelle heure vous vous entraînez, j'ai eu quelques expériences derrière moi, je me suis dit: «Ouh là, heureusement que j'ai ma salle à Annecy, le Super Physique Gym, comme ça je peux être peinard parce que sinon là c'est vraiment, c'est compliqué». Mais bref, voilà, que j'ai essayé de vous partager toute ma philosophie. J'espère que, bah, ça vous aidera, que ça vous fera, réfléchir. Je rappelle évidemment que ce podcast était sponsorisé par Superphysique-nutrition.fr, ma marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer donc votre santé, votre longévité et donc vos performances de manière indirecte. Vous l'avez compris, c'est toute ma philosophie depuis plus de 20 ans. S'il y en a qui sont intéressés pour discuter d'un éventuel coaching ou aller plus loin, d'un point de vue morpho-anatomique, rendez-vous sur rudicoya.com. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour voir si je peux vous aider ou pas. Si je peux pas, je vous le dirai sincèrement, on se donne pas la tête pour rien. Si je le peux, et ben, on verra, quand est-ce qu'on peut attaquer ensemble, si j'ai de la place en ce moment ou pas, puisque j'ai évidemment beaucoup de demandes et si votre projet, me semble réaliste et cohérent avec ma vision actuelle de l'entraînement pour prendre du muscle
tout en ayant une certaine longévité. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires directement sur YouTube. Heu, Likez, le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à me soumettre des idées de sujets si vous avez des questions ou autres. Je ferai un plaisir d'y répondre, soit lors des podcasts où je suis tout seul, soit lors des podcasts avec mes potes, à savoir Clément, Nico ou Fabrice. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite un bon entraînement. Salut à tous.